Aujourd'hui, je vais vous présenter comment la France effectue une surveillance de masse sur les Français. Alors on va faire cette vidéo très simplement en plusieurs parties, on va essayer de détailler au maximum mais en même temps globalement de vulgariser un ensemble de notions assez importantes à prendre en compte. Et donc ça va être très simple, en une dizaine de minutes, si vous regardez la vidéo, restez bien attentifs parce que vous allez apprendre énormément de choses et des choses qui sont très rarement dites dans les médias et notamment sur YouTube sur des vidéos. Ça va être vraiment des notions qui seront très importantes et très rares à trouver. Donc on commence tout de suite avec la réglementation en France. Donc le renseignement, en l'occurrence la surveillance de masse, comme on peut l'appeler surtout en Amérique mais dans le monde en règle générale, elle est cadrée en France par différentes lois. En l'occurrence, j'ai décidé de prendre 13 lois qui étaient les plus importantes, les plus significatives. Donc on va les prendre un à un rapidement, sans trop rentrer dans le détail, mais pour visualiser un petit peu, se remettre en situation et avoir conscience de l'environnement législatif qui nous entoure et qui entoure surtout ces mesures de surveillance informatique, parce qu'en l'occurrence, c'est surtout ça que ça va concerner. Donc on peut voir qu'on a une loi relative au renseignement qui date de 2015, on va avoir des lois qui sont un peu plus anciennes, on a quand même du 2006, on a 2018, mais vous allez voir que globalement depuis ces dernières années, notamment malheureusement depuis les attentats qui ont touché la France, nous avons de plus en plus de lois. Ces lois-là, elles sont importantes, elles sont essentielles, elles sont intéressantes, mais elles ont aussi ce qu'on pourrait appeler le revers de la médaille, elles ont aussi des points négatifs et on va les détailler ensemble. On peut voir avant de passer à la suite qu'on a quand même, comme on peut le voir à l'écran, une loi antiterroriste qui a été passée en 2014 et même avant les attentats, ce qui peut surprendre, mais ce qui prouve aussi que voilà, cet éveil de conscience sur les armes cyber, sur l'outil qui est l'outil informatique, électronique et notamment internet, on a une prise de conscience qui a été faite bien avant les attentats. On peut voir aussi même sur la surveillance une loi de 1991, de 2004, plus ancienne, mais ça montre bien que c'est pas que les attentats qui ont fait réveiller les gouvernements. Donc on va continuer tout simplement dans cette lancée avec les lois. Donc pour se remettre vraiment dans le contexte, la première loi c'est la ROEM, la loi sur le renseignement d'origine électromagnétique. C'est une loi qui a été votée en 1991, qui est l'une des premières principale loi sur le renseignement de matière générale, sur tout ce qui va être d'origine électromagnétique, donc ça laisse sous-entendre, parce que je rentrerai pas dans le détail en profondeur, parce que c'est très complet, les textes sont très costauds, etc., très loin à détailler et à vulgariser, et en une dizaine de minutes on n'aura pas le temps, mais globalement c'est une loi qui va autoriser la France a utilisé des moyens d'écoute, des moyens d'interception de paquets électromagnétiques, électroniques. S'en est suivi du coup en 2004-2006 d'autres lois. Alors on a la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est une loi qui met en place plein de stratégies, qui fixe des cadres juridiques sur plein de choses et notamment sur l'éveil du numérique. Et puis on arrive petit à petit, 2011-2013, donc on a pareil un décret relatif à la conversion des données, donc qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir avec les RGPD, mais sur les données informatiques, etc. Et on arrive jusqu'à une loi assez intéressante, la LPM en 2013, donc une loi de programmation militaire qui a encore une fois axé vraiment beaucoup de points sur voilà, le renseignement de manière générale. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails parce que ces lois sont complexes, longues, on a plein de points à détailler. En tout cas, on y reviendra un petit peu après cette vidéo, enfin après l'avancement de cette avant-première, avant-goût du début de tout ça. Ensuite, on a une loi antiterroriste qui a été votée en 2014. Alors, pareil, il n'y a pas beaucoup d'informations, on fait au plus simple, mais un an pratiquement avant les premiers attentats de 2015 en France, à Paris en l'occurrence. Ensuite, on a eu en 2015 la loi du renseignement. On a eu en 2017 des lois, et notamment une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, notamment avec voilà, des moyens beaucoup plus importants sur le cyber, l'électronique, l'informatique. C'est un peu la même chose tout le temps, je me répète, mais ils développent petit à petit. Des lois, par exemple, sur la cybersécurité, développées et mis en place concernant aussi l'ANSSI, notamment, cette agence qui régule pas mal de choses en ligne. Et globalement, voilà, on a eu après des lois plus minimes, plus mineures, jusqu'en 2021, on a des ordonnances, etc. C'est pour remettre voilà, le contexte un petit peu au début de cette vidéo. Alors, avant tout, il y a des avantages. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est à but purement informatif. L'idée, c'est pas de créer
de créer voilà, de la haine, de l'anti-gouvernement. Bien au contraire, l'idée c'est d'être impartial dans ce que je suis en train de dire, dans ce que je vous explique, de n'être pas vraiment pour, pas vraiment contre, de dire voilà, il y a du pour, il y a du contre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc forcément, elle permet de lutter contre le terrorisme qui est apparu notamment en 2015, à partir de 2015, avec des gros actes assez puissants. Et la criminalité, la cybercriminalité forcément, et les gros gangs qui peuvent régner entre guillemets en France. Donc elle a forcément cette utilité, et heureusement qu'on a quand même le pouvoir de ne pas donner le plein pouvoir aux cybercriminels et du coup par corrélation terrorisme, cyberterroriste. On a aussi le point de la cybersécurité nationale parce que en l'occurrence on a des infrastructures, on a des hôpitaux, on a des mairies, des structures publiques qui doivent être renforcées, qui doivent être protégées, qui doivent être suivies par des professionnels. Donc ces lois-là permettent de mettre un cadre juridique sur des entités publiques qui auraient tel ou tel droit, tel ou tel accès pour protéger, pour défendre, et donc par corrélation forcément pour aller suivre des criminels, faire des enquêtes, etc. Ce que j'ai pas précisé, c'est que oui, du coup, la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, en toute logique, elle met en place, elle autorise, voilà, forcément des écoutes, de la collecte de données, et des choses qui habituellement n'étaient pas vraiment autorisées, voire très peu, voire sur mandat spécifique. L'écoute téléphonique est la plus connue et la plus ancienne, si je puis dire. Mais aujourd'hui, on va avoir voilà, des suivis en ligne, des demandes faites au GAFA pour avoir des accès spécifiques sur des comptes, sur des logs, des historiques. Il y a des services qui sont souvent étrangers pour avoir des informations sur un individu et sur des affaires potentiellement illégales. On a du coup la Commission nationale des contrôles techniques du renseignement, pareil, qui fait partie d'autres organes, d'autres entités qui assurent un contrôle sur un ensemble de plein de dispositifs qui nécessite justement, je lis un petit peu, une autorisation judiciaire préalable pour certaines mesures. Initialement, on avait besoin d'avoir un peu comme ce que je vous dis, des mandats pour faire de l'écoute téléphonique, et il y a un encadrement légal avec voilà, ce qu'on peut faire dans quel cas et ce qu'on peut pas faire dans d'autres cas. C'est-à-dire que souvent aujourd'hui pour des affaires terroristes ou autres, on a moins besoin d'attendre, d'avoir des autorisations du juge, etc. pour faire des enquêtes, pour avoir accès à des informations, et notamment obtenir, comme je vous ai dit, des services, faire des demandes obligatoires d'autres pays, d'autres entreprises privées pour avoir le plus vite possible les données. Effectuer des écoutes sur des outils ciblés, sur des messageries instantanées, sur ce genre de choses, récupérer, intercepter des emails. Ça, initialement, on n'y avait pas droit, ou alors il y avait un cadre très spécifique, il fallait faire des autorisations. Et aujourd'hui, dans des cas spécifiques, on a la possibilité plus rapidement, plus simplement de le faire, et surtout dans la loi. On a aussi une lutte contre les contenus haineux et illégaux en ligne. C'est un point qui est important, parce que tout ça, ce sont des points importants qui sont permis par justement ces différentes lois et qui sont un avantage pour les Français. Donc forcément, voilà, aujourd'hui avec ces lois-là, on a une meilleure protection contre les contenus haineux, une meilleure protection du citoyen lambda sur Internet en règle générale, avec des outils informatiques. Donc ces 4 points sont réellement un avantage, mais malheureusement ne vont pas tout seuls, ils vont aussi avec leurs désavantages. Les points plus négatifs, c'est que forcément on a une atteinte à la vie privée et à l'anonymat. Aujourd'hui, on parle vraiment de surveillance de masse, dans le sens où on se retrouve par le biais de métadonnées, par le biais, donc les métadonnées vont comprendre des adresses IP, vont comprendre des noms, des prénoms, des informations personnelles, des informations d'appareil, des informations techniques. Une métadonnée, c'est pas juste votre nom, votre prénom, c'est le type d'appareil que vous utilisez, la version de l'appareil que vous utilisez, les heures d'utilisation de tel appareil, le rythme sur telle ou telle application, la différence sociale, les informations collectés peuvent aller très loin, comme voilà, les goûts politiques, goûts religieux, etc. Donc il y a un risque potentiel d'atteinte à cette liberté, d'atteinte aux libertés individuelles et fondamentales des Français. À l'époque, sur des enquêtes, on n'était pas dans tous les foyers de France pour savoir et écouter non-stop. Aujourd'hui, le problème de ces lois qui autorisent de l'écoute, c'est que techniquement, plus ou moins n'importe qui, coupable ou non coupable, ou potentiellement en suspicion d'un acte malveillant, peut être écouté. On peut y récolter les logs de connexion, des métadonnées, de la localisation, et ça a un risque d'abus. Alors heureusement moins dans un pays comme la France, mais c'est un risque toujours présent et non négligeable.
Donc forcément, c'est ce que je disais sur le deuxième point, c'est les risques d'abus, de pouvoir et de dérive. Donc on pourrait par exemple, là en l'occurrence, on peut utiliser, les autorités ont l'autorisation d'utiliser des MSI catchers, des appareils qui vont plus ou moins, pour simplifier, se faire passer pour une antenne relais, vont permettre de faire communiquer votre téléphone via cet appareil-là, croyant que c'est une antenne relais, pour permettre aux autorités en l'occurrence d'intercepter des SMS, d'envoyer potentiellement des SMS en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour un autre numéro de téléphone, etc. C'est aussi un risque d'abus, vu que ces technologies sont autorisées. On ne peut pas confirmer à 100% sans outils spécifiques qu'on n'est pas espionné, que ça soit légal ou non, parce que techniquement le régime de légalité lié aux lois pourrait autoriser, rendre légale cette pratique, même sans preuve fondée que vous êtes potentiellement en train de faire un acte malveillant. Mais c'est un abus qui est possible, parce que on n'a pas besoin de fournir énormément de preuves pour avoir cette autorisation là, et on pourrait simuler plus ou moins en disant voilà, cette personne là, j'ai quelques preuves, mais bon, voilà, de toute façon on peut le faire, voilà, je le fais, il y a un impact potentiel, c'est potentiellement dangereux, donc j'ai tous les droits, je peux le faire, et donc ça peut amener à beaucoup d'abus. Donc on a forcément un effet sur les libertés numériques, c'est ce que je disais. Donc on impose des mesures et des obligations, en l'occurrence aux opérateurs de télécommunications, à certains sites web, globalement aux hébergeurs web, aux hébergeurs internet. On leur oblige de garder des logs, on leur oblige de communiquer les logs, on leur oblige de communiquer avec les services de renseignement, un service qui serait en France, qui serait français dans un data center français, sera obligé, dans le cas d'une attaque, dans le cas d'une enquête terroriste ou non terroriste, dans le cas d'une enquête, sera obligé de fournir les informations qu'il a été obligé de collecter. Sans cela, il sera considéré comme en entrave à une enquête administrative de justice. Et donc ça, forcément, le jour où le gouvernement entre guillemets, part un peu en vrille, le jour où il peut avoir des abus, où le gouvernement essaye d'avoir les pleins pouvoirs, ça peut se retourner contre certaines personnes, et ça peut être un réel point négatif à cette liberté qui est notre liberté individuelle essentielle. Voilà. Forcément, on a la surveillance internationale, avec les échanges de données, c'est un peu la même chose, globalement, c'est des points très globaux, que je suis en train de vous énoncer. Globalement, c'est ça. Les inconvénients, c'est qu'on peut avoir une surveillance par la France, mais aussi par les autres pays en étant en France, avec notamment Europol, une grosse agence qui s'occupe aussi du renseignement lié à tout ce qui est électronique, informatique. Et le problème aussi, c'est que on est espionné par la France, mais pas que, et principalement, je pense pas que par la France, loin de là. On a beaucoup la Russie et les États-Unis qui ont des grosses agences de renseignement, et qui, eux, pourraient, en l'occurrence, avoir et savoir bien plus de choses que les services de renseignement français. Et surtout, qui n'ont pas les mêmes lois qui vont légiférer ce qui est autorisé ou non. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans tout ça. Donc du coup, pour détailler un petit peu les lois qu'on a vues ensemble, en l'occurrence la loi relative au renseignement, globalement on va faire très simple, mais met en œuvre des dispositifs automatiques d'analyse de métadonnées, ce qu'on appelle les boîtes noires, notamment chez les télécoms, permet la collecte en temps réel de données de connexion, l'interception des communications électroniques en temps réel ou des écoutes ciblées. Et en l'occurrence, l'autorité de contrôle, c'est une commission nationale de contrôle technique de renseignement, donc on précise CNCTR, qui est cette commission nationale de contrôle. On a la loi de programmation militaire, donc pareil, qui est la loi de 2013, qui autorise la collecte d'informations auprès des opérateurs, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, et permet le stockage de données pendant une durée légale jusqu'à 1 an dans certains cas. On va voir le code de procédure pénale article sur les techniques d'enquête. Donc là, ça permet l'interception des communications téléphoniques électroniques auprès des autorités judiciaires, donc téléphonie IP, messagerie instantanée, messagerie d'email, plusieurs réseaux sociaux différents qui disposent notamment souvent de messagerie, techniquement même de certaines plateformes de jeux vidéo aussi, qui vont avoir de la messagerie, de l'échange, etc. Ça regroupe beaucoup de choses. Autorise l'installation de dispositifs d'écoute, de captation d'images ou de son, logiciels espions sur des appareils électroniques. Et ça, c'est vraiment important. Cette loi-là autorise vraiment des services de renseignement à capter du son à distance avec des appareils, à utiliser potentiellement mettre des mouchards. Donc ça pourrait être des malwares, ça pourrait être des objets physiques
dans un appartement ou simplement un malware, hein. Vous passez la douane, on inspecte votre ordinateur, on y branche une petite clé USB, le contenu du PC n'est pas chiffré, permet l'écriture de données sur le PC même en étant verrouillé avec une clé USB, installe un malware et permet une surveillance à distance sur vous. Ça, concrètement, on peut être content que ça arrive sur un terroriste, sur quelqu'un de malveillant, mais jusqu'où ça peut aller pour la personne lambda qui n'est pas terroriste, qui n'est pas un monstre, qui a potentiellement rien à se reprocher, et la plupart du temps ça sera le cas, on pourrait voilà, vraiment atteindre énormément à sa vie privée. Donc pareil, surveillance des communications via les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et ça a été autorisé très très tôt. En l'occurrence, je crois que cette loi, si je ne vous dis pas de bêtises, date de 2016. Ensuite, on a le décret donc de 2011, 2011 de 219 qui autorise la conservation des données, donc encore une fois, l'identité de l'utilisateur, les logs de connexion, l'IP, la durée, la localisation des appareils et des connexions Internet. On a ensuite la loi antiterroriste de 2014, qui est arrivée avant les attentats, donc qui autorise la possibilité pour les autorités d'exiger des opérateurs l'accès à des données de navigation. Donc en fait, toutes les logs, toutes les informations, tout opérateurs, les FAI, mais aussi les hébergeurs secondaires, hébergeurs web, hébergeurs de solutions diverses et variées, les hébergeurs qui hébergent des applications comme ça pourrait être Signal, comme ça pourrait être Telegram, comme ça pourrait être X, Twitter, etc. Et autorise des interceptions ciblées pour les individus suspectés de terrorisme. En l'occurrence, que pour ce type d'individus. Ensuite, on a la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui, en l'occurrence, a mis en place des obligations pour les plateformes de fournir des informations d'identification des utilisateurs en cas d'enquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous avez n'importe quel service, vous êtes un VPN, vous êtes un blogueur, vous avez un site internet de quelque façon qu'il soit, vous serez indirectement obligé de fournir toutes ces informations-là, sinon ça sera entrave à enquête à la justice. Alors en réalité, si vous avez un site ou autre, c'est pas réellement vous, c'est plus si vous détenez une application avec des utilisateurs que vous serez dans cette obligation-là. Sinon, ça reviendra à votre hébergeur. Imaginons que vous êtes chez OVH, vous avez un simple site internet, vous ne serez pas impacté directement, sauf si vous avez vraiment un vrai service avec compte utilisateur, etc. Si c'est juste un site web et qu'il y a quelqu'un de malveillant qui est rentré sur votre site web, mais que ce n'est pas réellement une application, il n'y a pas réellement un traitement de données et une gestion d'utilisateur, ça sera quand même à l'hébergeur principal, donc OVH, de devoir donner ces informations-là. Mais dans le cas où vous avez simplement un hébergement, imaginons chez OVH encore une fois, n'oubliez pas que si vous avez une réelle application avec un service proposé, vous hébergez un outil chez OVH, on peut en parler par exemple de VPN, votre outil vous le gérez, vous avez des clients, vous les gérez, vous avez des conditions générales d'utilisation, de vente, tout ça, c'est votre responsabilité. Il faut le savoir. On a ensuite pour finir la loi renforçant la sécurité intérieure qui en l'occurrence permet la surveillance des lieux publics, des connexions internet dans les zones dites sensibles et autorise encore une fois le recours au MSI Catcher, donc les dispositifs imitant des antennes relais permettant d'intercepter des communications en l'occurrence de téléphonie mobile. On a une autre loi qui est plus ancienne, encore une fois, alors elle n'est pas dans l'ordre, dans le même ordre qu'on a fait la chronologie tout à l'heure, mais celle-ci est plus ancienne, et donc permettait la surveillance des communications émises depuis ou vers l'étranger, limite toutefois la surveillance à des objectifs de sécurité nationale. Alors ça, c'était la première loi. Cette loi-là, forcément, n'a plus été limitée, j'aurais dû les mettre dans l'ordre, mais initialement, la première loi qui datait de 1991 à ce sujet sur le renseignement électromagnétique limité à la sécurité nationale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus de la surveillance limitée sur des problèmes de sécurité nationale. Ça peut être sur d'autres problèmes, même plus mineurs. Ça, faut le savoir aussi. Donc on a ces deux décrets qui autorisent pareil la création de fichiers pour le traitement automatisé des données collectées par les services de renseignement, donc système de surveillance des terrorismes en ligne. Donc là il précise SI, CAT, donc c'est ce système-là, et on a un autre système automatisé de collecte de métadonnées. Concrètement, c'est des applications, des outils qui gèrent énormément de données et qui les analysent avec intelligence artificielle, en l'occurrence pour le terrorisme, et pour collecter pareil des métadonnées à ce même sujet. Une directive européenne, pareil, qui est la plus récente aussi, tout simplement sur la conservation des données, c'est plutôt similaire un petit peu à tout ce qui est RGPD, sans rentrer trop dans le détail encore une fois. Et on arrive sur la fin, donc pareil, les lois sur la cybersécurité de l'ANSSI permettant de surveiller les réseaux, d'identifier les problèmes, de faire de la veille aussi sur les réseaux sociaux, etc.
Une ordonnance aussi internationale qui permet aux autorités françaises de collaborer avec des organismes internationaux comme Europol pour surveiller des communications dans le cadre des enquêtes transnationales. Et on finit avec la loi Avia de 2020. Encore une fois, je précise pas dans l'ordre des lois, mais qui encadre les contenus haineux et qui permet d'imposer aux plateformes et donc aux hébergeurs, ce qu'on disait, ça peut être site internet, application, hébergeur direct et même FAI, donc les gros opérateurs en France qui installent le réseau, de supprimer rapidement, de modérer globalement des contenus qui seraient interdits, illicites, signalés et voilà, à faire supprimer, c'est de leur responsabilité, voilà, tout simplement. Et on va passer aux éléments de surveillance, donc principal. Aujourd'hui, vous êtes un particulier, la plupart des gens qui vont écouter ces vidéos sont des particuliers. Vous avez une box internet, des appareils connectés, ça peut être des ampoules, ça peut être des autocuiseurs, des machines à laver, à la limite même des lave-vaisselle ou des fours. Ces appareils-là sont aussi concernés par cette surveillance indirecte et on va en parler tout de suite. On a aussi forcément le téléphone qui est pratiquement, j'ai envie de dire, le numéro 1. Et l'ordinateur qui en fonction des gens et des utilisations peut être très impactant. Alors pourquoi la box internet? Avant tout parce qu'on en a parlé, toutes les lois qui ont été votées en France autorisent les FAI, tous les services hébergés et non hébergés en France à communiquer avec la France dans des enquêtes. Déjà, les FAI doivent par défaut loguer tout et mettre des systèmes d'alerte en fonction de tel ou tel critère. C'est-à-dire que aujourd'hui, la France et les services de renseignement français ont obligé les grosses entités, les grosses entreprises qui gèrent le réseau internet et celles qui en suivent. Donc, imaginons vous avez le Télécom français qui installe le système en France, c'est Orange. Vous avez SFR et Free qui utilisent ce réseau. Et Orange est obligé de faire un logging de toutes les connexions, de mettre des systèmes de protection. Potentiellement, tel ou tel site serait des sites terroristes. Si quelqu'un y va, on met une alerte. Et cette alerte-là, elle est loguée et si besoin, les services de renseignement y ont accès. Et pareil, Orange est maître du réseau, mais SFR et Free le louent entre guillemets, mais en sont quand même gérants et donc doivent faire la même chose. Et donc seront tenus responsables aussi. Et pareil, vous avez un hébergeur de type OVH. Lui c'est pareil, il a la même obligation de loguer, d'informer et de mettre en place des systèmes automatiques ou pas de suivi d'informations en fonction de certains comportements qu'on pourrait considérer comme dangereux. Donc aujourd'hui, Internet à la source des votre box, on peut avoir des informations. Et je le répète, ce qui sort de votre box en fibre, nous n'avons pas de chiffrement spécifique. Donc si vous n'avez pas un chiffrement réseau fait au niveau de votre box, au niveau de votre flux réseau, tout ce qui sortira, qui ne sera pas chiffré, pourra potentiellement très facilement être intercepté par des acteurs malveillants, par des unités de renseignement et forcément indirectement par les FAI, donc les hébergeurs du réseau, les opérateurs. Et la finalité, c'est que c'est pareil, ils communiquent avec les services de renseignement français. Ça marche pour la France, ça marche aussi pour d'autres pays, même si les lois sont différentes, forcément. Donc en l'occurrence, j'ai précisé, on garde les IP, les logs de connexion, les sites visités, les appareils connectés, la durée de session, toutes ces informations-là peuvent être primordiales. Les appareils connectés, c'est la même chose. On peut enregistrer le son vocal, les aides connectées vocales, Google Home, etc. Pareil, enregistre tout pratiquement. Que ce soit sur leur serveur, que ce soit sur une mémoire locale, temporaire et backupé sur le serveur tous les 24 heures. On ne sait pas toujours très bien comment ça se passe, mais tout est enregistré. Les habitudes d'utilisation, le teint de votre voix, la localisation, les images, le son, tout peut être pris. On a même vu des aspirateurs qui avaient été piratés, en l'occurrence pas par un gouvernement, qui avaient été piratés, où on pouvait écouter la personne avec le micro, la personne pouvait les voir via la caméra et pouvait leur parler avec des sons. Donc faites attention à ça. Tous les appareils connectés vont pas tous vous espionner, mais pourraient vous espionner et donc à la finalité, un gouvernement pourrait les utiliser. Il faut le savoir. À partir du moment où il communique avec Internet, on peut l'obtenir, le taper à distance, le pinguer à distance et on va pouvoir l'utiliser comme un mouchard. Les téléphones, forcément, aujourd'hui c'est l'appareil que tout le monde a, on l'a tout le temps, limite aux toilettes, dans la rue, tout le temps de notre vie, tout le temps de la journée. On pourra tout savoir de vous, localisation, appel, SMS, messagerie, métadonnées, donc les durées d'utilisation, vos habitudes d'utilisation, on peut tout connaître de vous pratiquement, de A à Z, votre humeur, votre personnalité, etc. Donc ça aussi, à l'avenir, aujourd'hui et à l'avenir, ça pourra être de plus en plus dangereux.
surtout dans le cas où un gouvernement pourrait abuser. Bien sûr, on ne dit pas que c'est le cas aujourd'hui, mais on met le point d'alerte sur la puissance de la technologie. L'idée, c'est pas de juger un gouvernement, c'est pas de dire c'est bien, c'est mauvais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a du pour et il y a du contre, c'est de dire, voilà, techniquement, qu'est-ce qu'on peut y faire et quel peut être l'abus si un gouvernement, en l'occurrence la France, venait à en abuser. Voilà, tout simplement. Et l'ordinateur, c'est la même chose. On a la même chose que sur un téléphone, peut-être pas obligatoirement la caméra, forcément, si on est sur un fixe. Les micros, pareil, sont peut-être plus compliqués. C'est peut-être plus compliqué d'écouter sur un PC avec un micro qui serait plus ou moins caché, ou des fois, il y a des PC qui n'ont pas de micro aussi, ce qui n'est pas le cas d'un téléphone, hein, forcément. Donc, le pire objet, ça sera vraiment la box Internet et le téléphone. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, on va avoir un petit sommaire des cas pratiques. Donc, on a pu voir tout au long de cette vidéo les boîtes noires chez les opérateurs télécoms, les écoutes téléphoniques ciblées, la surveillance des plateformes chiffrées comme Telegram, ça peut être aussi Signal, ça peut être aussi Facebook, tout type de plateforme, que ça soit chiffré ou non. Le contrat avec Palantir que la France a signé, les accords avec les GAFA, on va revenir sur Palantir. L'analyse de déplacement via les fichiers PNR, donc le Passenger Name Record, donc pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait notamment en avion. Le fichier des signalements pour prévention à la radicalisation, donc c'est le FSPRT, qui a été mis notamment à la suite des attentats en France. On a du cyberpatrouillage de la DGSI et entre autres du ComCyber, une nouvelle unité créée assez récemment. L'analyse des métadonnées téléphoniques, les plateformes comme Pharos de reporting, la surveillance des transactions financières, l'utilisation des logiciels d'analyse de données de masse, les partenariats européens et internationaux, l'ANSSI pour la protection des infrastructures et par corrélation de nos données, et les plateformes nationales de cryptanalyse. On commence tout de suite. Alors, comme on l'a dit, les opérateurs ont pratiquement tous les accès. Orange ou SFR doivent intégrer des systèmes automatisés, comme on l'a dit tout à l'heure, d'analyse de métadonnées pour détecter des schémas suspects. Des connexions étranges, avec l'étranger, avec des pays étrangers. Si on constate automatiquement que vous vous connectez dans des pays comme le Liban, l'Afghanistan, l'Irak, etc., potentiellement, on pourrait, ces entreprises-là pourraient mettre des filtres automatiques qu'ils sont obligés de mettre pour avoir justement des informations et faire une écoute ciblée ou non. On a du coup les écoutes ciblées, donc en l'occurrence de la DGSI, DGSE, qui peuvent être interceptées des communications téléphoniques de manière ciblée après autorisation ou non dans le cadre d'une enquête sur des activités terroristes, ce qui n'est pas toujours le cas aussi. Ces enquêtes peuvent être ciblées dans d'autres activités, pas que celles terroristes. On va avoir de la surveillance des plateformes chiffrées, comme on l'a dit, avec des outils comme GreyK, en infiltrant des groupes privés, en essayant d'utiliser des failles de sécurité dans des API, en essayant de ressortir de la donnée, en essayant de rentrer à l'intérieur du système, en déchiffrant des clés de chiffrement. C'est ce qui peut être utilisé dans beaucoup de pays et ce qui pourrait être utilisé aussi en France. Donc ça aussi, c'est un cas pratique de choses que le renseignement français peut faire et qui pourrait vous impacter. On a le fameux contrat avec Palantir. Palantir, c'est une entreprise qui propose plusieurs logiciels. En l'occurrence, un logiciel qui permet de croiser des données massivement, donc en fait de gérer des bases de données qui sont énormes. Donc, pour faire très simple, Palantir, c'est une entreprise qui propose plusieurs applications, plusieurs services, dont un service qui permet d'analyser, d'engranger des millions de métadonnées, de fichiers d'informations, de les extraire, de les simplifier, de les assembler, de on pourrait dire, de les rendre logiques. Il n'y a pas de verbe pour dire ça, mais pour les rendre logiques et visibles. Ça peut passer d'un service de livraison à domicile de nourriture, par des déclarations aux impôts, par des informations de sortie ou d'entrée du territoire, par des informations sur des plateformes comme des réseaux sociaux, de si vous avez fait des infractions, si vous avez été flashé, si on vous a vu dans la rue avec l'intelligence artificielle, si on a analysé votre visage plusieurs fois, si on a des noms et des informations à votre sujet, des noms, des prénoms, récupérer un ensemble d'images qui affichent votre visage, le réunir pour le simplifier et pour aider des enquêtes pour avoir des informations sur la population.
Donc on ne sait pas encore comment c'est réglementé, hein, si c'est juste voilà, pour des cas particuliers ou si c'est vraiment dans le but de pouvoir avoir accès à tout, si sur cet outil-là on a toutes les données réunies ou est-ce qu'on alimente cet outil avec des données uniquement de personnes coupables, en tout cas suspectées. Mais c'est un outil très puissant qui prouve encore une fois que la France aujourd'hui l'utilise et on sait très bien voilà, la puissance de cet outil, c'est pour ça qu'on l'a mis en 4e point. On a forcément les accords avec les GAFA, GAFAM, en l'occurrence les plus gros géants du web, d'internet en règle générale, Facebook, Google, Twitter, etc. On en passe vraiment beaucoup, qui communiquent, collaborent pour transmettre des informations, des logs, des IP, des métadonnées dans le cadre de recherche européenne, mondiale, de criminels ou autres. Et donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Les analyses de déplacement via le fichier PNR, donc Passenger Name Record, pareil, on a des outils qui permettent justement, notamment pour le terroriste, pour le terrorisme, de savoir qui est parti quand et dans quel contexte, et avoir tout le suivi, toutes les informations pour faire du renseignement. En l'occurrence, il y a la Syrie, mais tous les autres pays. Le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation, c'était la même chose. Donc en l'occurrence, voilà, je me remets sur le bon slide. Donc en l'occurrence, c'est un peu le même principe. Une base de données nationale qui recense des individus signalés pour radicalisation, utilisés pour surveiller pratiquement en temps réel leur comportement numérique, pratiquement en temps réel. Voilà. Les cyberpatrouilles, donc notamment par la DGSI, le Cybercom, qui sont une nouvelle unité qui a été créée et qui permet justement d'avoir des équipes de plus en plus qui recrutent pour avoir des agents qui vont sur des forums, dans des réseaux, qui s'infiltrent, qui font beaucoup d'OSINT, pour infiltrer de l'intérieur des groupes malveillants en France. Et donc faire de l'espionnage, de la surveillance. Une analyse de métadonnées téléphoniques. On a aujourd'hui, c'est sûr et certain, sur nos antennes téléphoniques, des systèmes d'alerte, des systèmes de log, pour savoir, enregistrer, rassembler quel numéro appelle quel numéro. Si un numéro français appelle dans un pays sensible, avoir une alerte, un enregistrement spécifique, pour pouvoir, si jamais il y a un problème, le retrouver plus facilement. Toutes ces choses-là sont dans le réel. On a des communications analysées, enregistrées automatiquement et notamment pour les appels téléphoniques. On parle de date, de durée, de localisation, de zones très précises d'ailleurs. Voilà, tout ça c'est très important. Et maintenant aujourd'hui, on peut même aller encore plus loin parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, ces appels forcément sont enregistrés et avec l'IA, on peut même les enregistrer et enregistrer textuellement les conversations. Ça marche très bien aujourd'hui, il y a une nouvelle version sur iOS qui, les messages vocaux, les enregistre pratiquement à la perfection, à l'écrit, et on pourrait donc entendre que ce genre de technologie soit utilisée pour enregistrer nos appels à l'écrit dans des fichiers texte bruts, et comme ça faciliter leur utilisation, leur analyse. Forcément un fichier brut qui contient toute la conversation en texte, c'est plus simple à analyser avec une IA que des centaines de milliers d'heures d'échanges vocaux, et ça coûte moins cher en ressources. On a la plateforme Pharos qui est très connue, qui permet pareil de faire du signalement pour les citoyens. On n'en parle pas plus que ça, mais c'est un point important à prendre en compte. Forcément, ils ont des services de renseignement derrière qui ne vont pas simplement répondre aux tickets et aux besoins, mais qui vont faire l'enquête et approfondir les sujets. La surveillance de transactions, c'est TracFin, sur les surveillances de flux financiers, de blanchiment d'argent notamment. Donc pareil, c'est une unité, une structure de renseignement qui agit aussi en ligne et qui va auprès de différents groupes, différentes entités, Banque de France, banque commerciale, etc. Récupérer de l'information, mener des enquêtes d'OSINT pour avoir le plus d'informations possible sur des potentiels trafics illégaux et notamment du blanchiment d'argent. L'utilisation d'outils d'analyse de données comme Elasticsearch, qui permet, en l'occurrence un outil open source, de rechercher des liens avec différents types de données massives, de mettre en relation des données, d'interpréter plus facilement des données dans le but de suivre quelqu'un ou plusieurs personnes. Un petit peu comme le fait Palantir, en moins bien.
Les partenariats européens et internationaux, on en a parlé, Europol, Interpol, partage entre des données entre différents services de renseignement en ligne et donc ont des moyens assez importants. Et l'ANSSI, qui encore une fois supervise la cybersécurité, met en place la sécurité des infrastructures, gère plein de questions éthiques, juridiques sur ces moyens-là et permet d'avoir aussi des équipes d'intervention un peu comme les équipes commando, mais en l'occurrence sur Internet pour neutraliser des attaques, accompagner et arrêter au plus vite des cybercriminels, on pourrait dire. Et on finit en beauté avec la plateforme nationale de cryptanalyse. Donc c'est une unité spéciale qui permet de décrypter des communications chiffrées. Bon, on l'appelle comme ça, mais il y en a aussi à l'intérieur de la DGSE, DGSI. C'est simplement des hommes et des femmes et des hommes qui sont là pour briser du chiffrement, briser des codes de chiffrement dans le but d'intercepter des communications chiffrées. D'où l'intérêt aussi d'avoir des techniques et des technologies de chiffrement toujours plus robustes, toujours plus fortes. Voilà, tout simplement. On enchaîne avec la fin de cette vidéo, vraiment très rapidement, avec une représentation un petit peu de tous les dispositifs importants cyber. Donc on peut remarquer sur mon écran qu'on va retrouver donc l'organisation de l'OTAN ici, qui va avoir plein d'autres sous-organisations. On va se retrouver même un petit peu côté direction du renseignement, donc la DRM, on va avoir la DGSE, on va voir la DRSD, les états-majors, on va voir le commandement en cyberdéfense, donc le ComCyber dont on parlait, la Marine nationale, l'armée de terre, on va retrouver l'ANSSI, on va retrouver d'autres unités, qu'est-ce qu'on va retrouver la DGSI, vous la retrouvez ici aussi, vous avez le centre de lutte contre les criminels numériques, hein, on en a peu parlé aussi mais c'est très important. Donc ce fichier, ce document-là, il est assez intéressant, voilà, il permet de situer, de voir un petit peu et de vous faire prendre conscience que oui, en France, on n'a pas que les organisations comme l'OTAN, Europol, etc. qui peuvent faire de la surveillance de masse, mais nous avons énormément de structures internes. Et encore, vous voyez, on en a plein, on n'en a pas parlé. La sous-préfecture cyber, etc. Il y en a énormément qui ont des droits, des accès, des possibilités d'analyser, de suivre, et pas simplement automatiquement, mais aussi au cas par cas. De suivre des citoyens français qui pourraient notamment aussi être innocents et pourtant écouter, suivis. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire c'est mauvais directement ou c'est bien directement, c'est de mettre en place un éveil des consciences de ce que peut faire aujourd'hui l'État en France sur la surveillance et notamment sur le cyber. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sincèrement, n'hésitez pas à la partager au maximum. J'aimerais vraiment que ça soit vu par beaucoup de personnes. C'est un sujet très important et dont très peu de personnes parlent et parleront sur cette plateforme, voire en règle générale tout court. Merci de m'avoir écouté.